So Mike D's Barbecue. Let me tell you one of the biggest fans of Mike D's Barbecue. My husband, Doug Emhoff. and thank you, Mike, for sharing your story. And I'm just so sorry for what your family has been through, but you have, out of an incredible tragedy, done so much for the community, and you are such a role model. So thank you, Mike, for everything you do. Donc voilà, Kamala Harris, donc, qui est à Wake Tech, à Raleigh, en Caroline du Nord. Thank you to all of the incredible leaders with us today, including my Donc friend, elle est devant des responsables des secteurs économiques et le gouverneur Ray Cooper qui ils ont travaillé ensemble et pendant très longtemps Ray Cooper était sur la liste des favoris pour devenir vice-président et finalement il a retiré sa candidature en disant qu'il devait se consacrer aux élections en Caroline du Nord pour ne pas laisser la place à un extrémiste ultra MAGA qui aurait pu assumer le rôle de gouverneur pendant qu'il menait campagne. Donc il a sacrifié ses chances pour préserver la Caroline du Nord d'avoir un gouverneur ultra MAGA. Chair Thomas of the Wake County Board of Commissioners, thank you for all that you do. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas la même configuration d'habitude. Ce n'est pas un meeting. Elle reviendra. C'était prévu qu'elle fasse le tour de la Caroline du Nord. Le meeting a été repoussé parce que il y avait une tempête tropicale et il y avait trop de risques. Donc, l'événement a été repoussé. Il a été repoussé après la convention démocrate. Donc, c'est juste. Il y a environ 200 personnes dans la salle, quelques étudiants, quelques leaders économiques et quelques leaders politiques. Et donc c'est son discours, son grand oral économique. At that time, we sadly remember the millions of Americans that were out of work. We were facing Donc elle revient sur la situation des États-Unis lorsque, en 2021, Joe Biden et elle sont arrivés au pouvoir en expliquant que c'était une situation qui était terrible. Nous étions en sortie, ce n'est même pas encore terminé, nous étions en sortie de la pandémie Covid avec l'économie américaine, l'économie mondiale qui était au ralenti, et elle explique que 4 ans après, grâce au choix politique de Joe Biden et d'elle-même, l'économie américaine est redevenue l'économie la plus puissante au monde. Et que donc, évidemment, son intention est de construire sur ce succès-là, même si elle est évidemment consciente que il y a beaucoup d'Américains qui sont toujours en difficulté et qu'il faut faire plus que simplement poursuivre le même élan. Et que donc sa priorité en tant que présidente sera de se concentrer sur les classes moyennes, la fameuse middle class, et de créer ce qu'elle appelle une économie d'opportunité. Une économie où tout le monde aura la chance de réussir, où tout le monde pourra avoir une opportunité pour construire de meilleures opportunités pour eux-mêmes et leurs enfants. Donc l'idée, c'est vraiment ici de renouveler le fameux American Dream, de donner ces opportunités à tout le monde et à la classe moyenne, de sortir de leur statut et d'améliorer leurs conditions de vie et de donner une situation économique encore meilleure à leurs enfants.
bureaucracy and unnecessary regulatory red tape. Donc, évidemment, elle propose, c'est un classique, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains, de faciliter tout ce qui est, tout ce qui est volonté entrepreneuriale en coupant tout ce qui est ralentissement administratif. As president, I will bring together labor with small businesses and major companies to invest. Donc, in America. reprenant sur ce qu'a fait Joe Biden, elle va prendre des mesures qui vont inciter encore plus les PME et les grosses compagnies américaines à investir aux États-Unis plutôt que d'investir dans des pays étrangers aux fiscalités qui sont fiscalité meilleure et à la main d'œuvre moins chère. On l'a vu avec toute la partie du plan de Joe Biden de relancer l'économie de la fabrication de puces électroniques aux États-Unis qui avait quasiment disparu. On s'en est rendu compte pendant Covid où d'un coup il n'y avait plus de puces électroniques pour des tas d'accessoires de notre quotidien et donc ça a créé des problèmes pour aller acheter une voiture, aller acheter une télévision, un micro-ondes, n'importe quoi. Et donc c'est une industrie qui est redevenue américaine et donc elle propose de continuer sur cette lancée. Et donc après évidemment elle dit ce volet économique doit s'accompagner d'un volet social comme celui, par exemple, de s'assurer que aucun enfant aux États-Unis grandisse dans la pauvreté ou que et que c'est un droit pour les employés et ouvriers américains de prendre une retraite dans la dignité. Et donc, son plan économique qu'elle va présenter est en direction principalement de la middle class, du milieu de la société américaine. Je vous rappelle, elle est originaire de la middle class. Elle a travaillé, en étant étudiante, elle travaillait à McDo comme un Américain sur 8. Au-delà de ça, elle estime que lorsque la middle class, donc la classe moyenne est forte, l'économie américaine est forte. The aisles of a grocery store. And that is lowering the cost. Donc elle est consciente évidemment des difficultés du prix des aliments et donc sa priorité est de baisser le coût de la vie aux États-Unis. Their ambitions, their aspirations for themselves, for their children. And they talk about how they're going to be able to actually achieve them financially. Because look, the bills add up. Food, rent, gas, back to school clothes, prescription medication. After all that, for many families, donc elle explique qu'une fois que les familles ont payé leur loyer, la nourriture, les vêtements, etc., il ne reste plus rien pour vivre. Et donc elle explique qu'elle est de ces origines-là, ce que je vous racontais tout à l'heure, et elle se rappelle comment sa mère avait fait des économies pendant plus de 10 ans pour pouvoir accéder à la propriété. L'accès à la propriété, c'est un des piliers du rêve américain, et c'est devenu de plus en plus difficile parce que à la fois les taux d'intérêt, le prix de l'immobilier, parce qu'il n'y a plus assez de maisons, et donc ça va être un des piliers du programme de Kamala Harris de rendre possible à nouveau cet accès à la propriété. When I am elected president, I will make it a top priority to bring down costs and increase economic security. Donc sa priorité en tant que présidente sera de faire baisser le coût de la vie et de s'assurer que la plupart que les Américains aient une meilleure sécurité financière. We all know that prices went up during the pandemic when the supply chains shut down and failed. But our supply chains
have now Elle dit improved. que, par exemple, aussi, ce n'est pas qu'une histoire de choix politiques. Elle rappelle que pendant la pandémie, les prix ont augmenté parce que il y avait moins de produits, parce que les chaînes de distribution ne fonctionnaient plus. Mais elle dit, mais en fait, maintenant, on est 4 ans après, et tout ça fonctionne à nouveau, et même mieux qu'avant. Mais pourtant, les prix ne baissent pas. Et elle dit, c'est parce que, en fait, les grandes compagnies continuent à s'enrichir sur le client, et ne jouent pas, le jeu en baissant les prix lorsque elles devraient baisser les prix. But some are not. And that's just not right. And we need to take action. Et donc elle dit que lorsque les compagnies surchargent pour les prix de l'alimentation, que ce soit les grandes surfaces ou les producteurs de produits, là, tout ce qui est l'industrie agroalimentaire, maintenant il faut agir. C'est quelque chose qu'elle a fait lorsqu'elle était procureure générale de la Californie, de se retourner contre les grossistes qui augmentaient les prix, entre autres de l'électronique, de manière complètement artificielle et en permettant de sauver $1 milliard. Et c'est ce qu'elle veut faire en tant que présidente des États-Unis. Et donc, elle promet qu'en tant que présidente, I will go against the bad actors. En tant que présidente, je vais poursuivre ceux qui ne respectent pas les règles. Et en tant que présidente, et là c'est important, c'est sa première décision, je passerai une loi fédérale pour punir les compagnies qui font ces prix abusifs qui ne correspondent plus à la réalité du marché. We will help the food industry become more competitive because I believe competition. Donc elle dit qu'évidemment, elle va continuer à aider l'industrie agroalimentaire à croître et à être plus compétitive, mais que tout le monde dans la société doit jouer le jeu. Voilà. Et donc elle dit que c'est le contraire de ce que veut faire Trump, qui lui parle de tarifs. Lui, il veut punir les pays extérieurs en mettant des surtaxes sur les produits jusqu'à 20% de plus. Et le problème des tarifs, c'est que en bout de course, c'est le consommateur qui va payer ces 20% de plus. Elle dit donc c'est comme si on rajoutait une TVA supplémentaire de 20% sur les produits. On over-the-counter medication. And you know, economists have done the math. Donald Trump's plan would cost a typical family $3,900. Donc elle explique que plusieurs économistes ont chiffré le plan de Trump et que le plan de Trump, rien qu'en taxes supplémentaires, représenterait, donc sous forme d'une TVA avec l'application de ces tarifs, représenterait $3,900 de plus par an pour une famille. Et donc elle explique que c'est pas comme ça, ce n'est pas en punissant qu'on va avancer, mais c'est en négociant. C'est ce qu'elle a fait, c'est le plan qui a été présenté hier, si vous étiez avec nous en début d'émission en mode Breaking News, avec ce plan de négociation de prix via Medicare. Medicare aux États-Unis, c'est la sécurité sociale, et donc ça a été l'idée d'utiliser les 65 millions d'adhérents de Medicare pour négocier avec Big Pharma et faire baisser des prix sur des médicaments essentiels dont certains sauvent des vies, et en disant non seulement c'est quelque chose qu'on peut faire dans l'industrie, dans toutes les industries, y compris l'industrie alimentaire, mais aussi de mettre des plafonds comme ça a été fait par elle et Joe Biden sur certains produits essentiels, sur l'insuline par exemple pour les diabétiques, qui a été plafonnée à $35 par mois, alors qu'avant on parlait de plusieurs centaines de dollars par mois, jusqu'à $500 par mois pour des malades du diabète.
operate between Big Pharma and the insurance companies who use opaque practices to raise your Et drug donc, elle prices explique, et c'est aussi une réalité, lorsqu'on arrive aux États-Unis, on est choqué de ça. Lorsque vous vivez au Canada, vous le savez très bien, parce qu'il y a, ou lorsque vous habitez proche de la frontière mexicaine, il y a ce tourisme médical pour aller acheter les mêmes produits moins chers. Et donc, elle dit que ce n'est pas normal qu'on continue entre les compagnies d'assurance que les Américains payent pour avoir une couverture sociale et Big Pharma, toutes ces pratiques opaques qui fait que les médicaments sont 4, 5, 10, 15, 20 fois plus chers aux États-Unis que ce qu'on peut trouver dans les pays limitrophes. Vous savez qu'il y a beaucoup, entre autres, les habitants du Vermont qui vont très souvent du côté du Canada pour acheter leurs médicaments. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle veut, elle veut poursuivre sur le chemin qui a été tracé par Biden pour réguler ce produit-là. L'insuline dont je vous parlais tout à l'heure, à 35$ la dose, alors qu'avant c'était jusqu'à 500$. La dose d'insuline coûte au laboratoire pharmaceutique moins de 5$. C'était vendu 500. Donc vous voyez les marges qui étaient constituées. Et donc elle veut s'attaquer à ces marges-là. Elle n'est pas contre l'enrichissement, le capitalisme, etc., etc. Mais elle dit qu'il faut que ça se passe aussi dans le sens du citoyen américain, que ça aille dans ce sens-là de la société. Thomas signale que nous sommes plus de 3000 en direct. Merci beaucoup de nous suivre sur la chute pour cette édition spéciale alors que Kamala Harris est en direct de la Caroline du Nord où elle présente, c'est un moment clé, crucial de sa campagne, qu'elle présente son plan économique. Donc après la santé, après l'agroalimentaire, elle part sur ce pilier, comme je vous le disais, du rêve américain, qui est l'accès à la propriété, qui est l'immobilier, en expliquant qu'elle souhaite passer, même s'il y a eu certaines lois qui ont été passées, elle souhaite aller plus loin pour aussi réguler un marché qui souffre d'une dérégularisation et qui fait que les prix sont complètement fous. Il y a eu ces derniers mois, je pense que c'est pareil en Europe, une explosion, même si les prix sont plus encadrés, une explosion du prix des loyers, par exemple, et une explosion de l'accès à la propriété. It's more than a financial transaction. It's so much more than that. It's more than a house. Home ownership and what that means, it's a symbol. Donc elle explique, je vous le disais, le symbole du rêve américain qui est l'accès à la priorité. Elle dit c'est plus qu'une opération financière, c'est l'acquisition d'un statut presque, d'un statut social. C'est la démonstration de ce qu'on peut faire pour ses enfants, parce que on achète dans l'idée de laisser un bien à la génération qui suit, et elle dit que c'est quelque chose que l'on a supprimé des Américains parce que il y a plusieurs États aux États-Unis où il n'y a pas assez de maisons. Et donc elle dit qu'en tant que présidente, elle travaillera avec l'industrie immobilière pour construire les maisons nécessaires pour le marché de l'achat, mais aussi le marché de la location. Et donc elle dit que d'ici, vous voyez la réaction du public, parce que c'est un vrai manque, elle dit que d'ici la fin de son mandat, et c'est un chiffre qui circule dans les milieux économiques sur lorsqu'on estime combien il y a de maisons en défaut aux États-Unis, combien il en faudra en plus. Elle dit que d'ici 4 ans, elle s'engage à ce que 3 millions de nouvelles maisons pour la vente, mais aussi pour la location, soient construites aux États-Unis.
et que du coup, elle explique que la construction de ces nouveaux domiciles fera naturellement baisser le prix du marché parce que il y aura moins de rareté et plus d'offres. Ouais, c'est très juste, Jean-François, ta remarque, très très juste. Elle, elle- Elle explique aussi comment, en parlant tout à l'heure de pratiques douteuses des assurances et de Big Pharma, comment des compagnies qui, entre autres, sont à Wall Street, achètent des quartiers entiers, ça existe à Vegas, pour faire monter artificiellement le prix. Ils utilisent des algorithmes, ils utilisent des accès à des apps où, par exemple, vous regardez les maisons qui vous intéressent, les quartiers, pour cibler les quartiers. Ils ont accès à ces données pour cibler les quartiers qui intéressent les Américains lorsqu'ils se connectent pour un petit peu rêver sur leurs apps. Et là, ils achètent toutes les maisons de la rue et ils font monter le prix de manière artificielle, le prix de la revente et le prix de la location. Et donc, c'est quelque chose qu'elle veut aussi légiférer. Et donc, elle rentre dans le concret. Et donc, et vraiment, c'est quelque chose de nouveau, ce que vous allez entendre aux États-Unis. Vous voyez la réaction. Elle propose que chaque famille américaine qui souhaite acheter une maison reçoivent une aide de 25 000 dollars pour le premier paiement, donc ce qui permet de lancer cette transaction lourde qui est l'achat d'une maison. Donc une aide, on est dans du concret, une aide de 25 000 dollars pour les familles américaines. He's got it backward. We should be doing everything we can to make it more affordable to buy a home, not less. Elle dit que on doit, si on veut relancer le marché, ce n'est pas en limitant et en faisant monter les prix qu'on le fait, mais c'est en rendant plus pratique, l'achat, plus facile l'achat en faisant baisser le prix. Under my plan, more than 100 million Americans will get a tax cut, and we will do this by restoring 2 tax cuts designed to help middle class and working Americans. The earned income tax. Donc elle va faire passer 2 nouvelles lois si elle est élue pour faire baisser les impôts de la classe moyenne, dont la restauration d'une loi qui s'appelait le Child Tax Credit, qui permettait d'apporter un petit peu comme des allocations familiales, si vous voulez, aux Américains. Je sais que peut-être vu d'Europe, ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en train de penser que tout ça, c'est normal parce que ce sont des acquis sociaux. Donc c'est pour ça, des fois, prenez le recul lorsque la situation européenne vous déçoit. Prenez le recul pour vous dire, ok, les acquis sociaux qui ont été obtenus par les générations précédentes, ce sont des choses qui n'existent pas dans le pays, qui n'existent pas aux États-Unis. Et ce qui est en train de présenter Kamala Harris, c'est la création de ces acquis sociaux pour la classe moyenne. Et je peux vous assurer que dans la foulée de cette conférence de presse, elle va être traitée de radicale, d'extrémiste, de communiste par MAGA, parce que elle propose de dire, ben voilà, une famille qui a un enfant a besoin d'être aidée. On ne parle pas de beaucoup, on parle souvent de 3 000 dollars par an, ce n'est pas grand-chose, mais elle dit, il faut faire ça. Et elle dit, par contre, c'est scandaleux que les seules réductions d'impôts qui ont été passées par Trump et que promet Trump, encore une fois, ce sont des réductions d'impôts pour les milliardaires. Et qu'on doit arriver à une situation, il y a des cas très précis et documentés de compagnies et de milliardaires qui, grâce à toutes ces failles du système fiscal et aux avantages qui ont été donnés par Donald Trump, payent entre 0 et 3% d'impôts.
Donc quelqu'un qui va avoir un revenu minimum, l'équivalent du SMIC pour travailler, va payer en proportion plus d'impôts qu'un milliardaire. Et quelque chose de foncièrement injuste dans la société américaine. Et donc elle explique qu'elle va se battre lorsqu'elle sera présidente pour que ce soit d'abord les classes moyennes qui profitent de cet argent. Donc elle revient sur cette fameuse émission en disant, elle revient sur lundi et le fameux discours sur l'économie de Donald Trump, en disant qu'on l'a regardé en se disant qu'est-ce qu'il allait dire. Je vous invite à aller voir cette émission sur Trump incontrôlable. Et donc évidemment tout le monde rigole parce que Trump, Alice, c'était pas forcément une surprise, Trump a parlé de tout sauf d'un programme économique. So there's a choice in this election. Donald Trump's plans to devastate the middle class. Donc elle dit le plan économique de Trump qui est basé sur celui du projet 2025 et de détruire la classe moyenne, c'est un des choix. Ou alors qui est voté pour elle pour baisser le coût de la vie, augmenter la stabilité économique pour les classes moyennes et permettre de nouvelles opportunités pour les Américains. So now is the time to chart a new way forward. Now is the time to chart a new way forward. To build. Donc c'est son nouveau slogan, New Forward. Donc encore une fois, c'est par rapport à Trump qui lui est tourné sur le passé, dire non, maintenant il faut construire une nouvelle manière d'avancer, d'aller en avant une compagnie où un monde où tout le monde travaille ensemble, que ce soit la classe ouvrière, les syndicats et les compagnies pour faire une économie qui est plus juste et qui est au service des Américains. Voilà, on va faire une pause et puis on se retrouve tout de suite pour débriefer le plan de Kamala Harris pour entrer dans les détails et on se fait ça dans quelques secondes, à tout de suite. Donc voilà, le discours de Kamala Harris annonçant son plan pour l'Amérique, j'ai presque envie de dire son plan pour sauver la classe américaine, la classe moyenne américaine qui souffre depuis des années avec, lorsqu'on souvent vous parle de division, ces divisions naissent aussi de ça, avec un pouvoir d'achat des classes américaines qui est à la baisse. Elle retrace l'origine des difficultés actuelles, évidemment à la période en 2020 de la pandémie de Covid, des difficultés de l'économie américaine qui du coup s'est retrouvée complètement paralysée, une augmentation des prix, la nécessité de venir en aide
aux industries, aux propriétaires de petites entreprises, de PME et aux citoyens américains sous forme d'aide financière. Et donc derrière une période d'inflation, elle a mis en avant tout ce qui avait été fait par Biden en expliquant que ça avait permis de revenir et de permettre à l'économie américaine de revenir compétitive et de redémarrer plus rapidement. C'est une réalité aussi, beaucoup plus rapidement que les autres pays, dont les pays européens. L'inflation lundi est repassée sous le coup de la barre des 3%, ce n'était plus le cas depuis 2021, mais elle reconnaît que évidemment tout cela n'était pas assez, ce n'était pas encore suffisant, que de toute manière les Américains au quotidien, je vous rappelle que l'économie c'est le sujet numéro un des électeurs américains, un sujet d'inquiétude forcément, et que cela ne suffisait pas, et que donc non seulement elle en avait identifié plusieurs causes, on va en parler, mais du coup aussi plusieurs remèdes, et que donc son plan, comme nous le signale Zabou, son plan est radicalement opposé à ce que propose Donald Trump. Donald Trump a un plan inspiré par ce qui est écrit dans le projet 2025, qui passe par des nouvelles coupes, des nouvelles réductions fiscales pour les plus riches, alors qu'elle s'inscrit dans une relance de l'économie pour la classe moyenne. Elle est convaincue parce que ce sont aussi ses origines, mais elle est convaincue que lorsque la classe moyenne américaine va bien, l'économie américaine dans son ensemble va bien, parce que évidemment ça veut dire que la consommation est relancée, l'épargne est relancée, etc. etc. Et donc évidemment elle s'attaque en premier au coût de la vie, qui est le véritable problème de toutes les familles américaines, qu'elles soient démocrates, indépendantes ou républicaines, qui est le coût de la vie lors de l'achat d'aliments, mais aussi l'achat de médicaments. Et justement, le prix des médicaments, c'est un des succès forts de l'administration Biden-Harris, le fait d'avoir pu, ce n'était pas possible avant, ce n'était pas autorisé, il a fallu passer une loi aux États-Unis pour autoriser Medicare, donc l'équivalent de la sécurité sociale, d'aller négocier le prix des médicaments. Ce n'était pas autorisé avant Biden et Harris. Et pourquoi Harris? Parce que c'est elle qui a voté, c'est sa voix. Il n'y avait pas de majorité, on ne réussissait pas à trouver suffisamment d'élus du côté républicain qui étaient prêts pour voter ces lois-là, qui sont au service des Américains, et donc il y avait une égalité au niveau du Sénat, et c'est son vote à elle qui a permis, il y a 2 ans, de faire passer ces lois. Et les résultats de cette loi qui a autorisé Medicare, donc la sécurité sociale, à négocier le prix des médicaments, c'est ce qui a été annoncé hier par Joe Biden, qui est donc ces baisses de prix sur des médicaments essentiels, à la fois pour le diabète et à la fois, par exemple, pour traiter des cancers. Et cette réduction de prix grâce à cette négociation, c'est quelque chose qui va faire sauver des milliards de dollars à l'économie américaine en général, des milliards de dollars à Medicare, donc en termes de remboursement de frais médicaux, mais surtout aux citoyens américains. Et donc ce qu'elle propose, c'est d'utiliser ces mêmes méthodes pour arriver à renégocier avec les industries, que ce soit l'industrie agroalimentaire, pour faire diminuer les prix. En expliquant que cette position cette position pour relancer le pouvoir d'achat doit aussi s'accompagner d'un aspect législatif. Que la difficulté aux États-Unis, c'est que même si l'économie va mieux, concrètement,
les chiffres sont là, la création d'emplois est là. Elle donnait l'exemple de la chaîne de distribution qui avait été quasiment à l'arrêt au moment de la pandémie, en disant que non seulement ce n'est plus le cas, mais en plus, ça a été reconstruit de manière encore plus efficace et que donc ça aurait dû s'accompagner mécaniquement d'une baisse des prix. Bah, cette baisse des prix n'a pas eu lieu. Pourquoi? Par une volonté de l'industrie agroalimentaire et des hypermarchés, supermarchés aux États-Unis de continuer à s'enrichir sur le dos du client en menant une politique de prix complètement abusive, ce qu'aux États-Unis on appelle le gouging. Et que donc, lorsqu'elle était procureure générale en Californie, au niveau de la Californie, elle avait lutté contre certaines entreprises qui faisaient artificiellement monter les prix pour augmenter leur marge au-delà du raisonnable et que donc elle comptait faire la même chose, donc négocier, trouver des accords comme ça a été déjà fait et puis lorsque on constate ces excès sur les prix, au-delà de marges qui sont considérées comme déjà extrêmement compétitives, le fait qu'on puisse interdire et punir. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, évidemment, c'est de redonner du pouvoir d'achat comme cela, mais d'autres manières aussi à la classe moyenne, en lançant des séries ou en reprenant en poursuivant des programmes qui avaient été lancés sur des périodes de court terme par Joe Biden, le tax credit pour les familles existait mais était plafonné à 1500$ par an et par enfant. Là, cette fois-ci, de le monter jusqu'à 3600$ par an par enfant dans une famille, et puis d'avoir cette aide de 6000$ pour encourager la natalité, donc encourager les familles avec des nouveau-nés. Donc 6000 et 3600, comme vous le montre Thomas. Et puis, enfin, parce que c'est un pilier du rêve américain et qui, au-delà de ça, a un effet sur l'ensemble de l'économie, c'est le problème de l'immobilier aux États-Unis. Et ce qui est assez ironique, c'est que d'un côté, on a Donald Trump qui se présente comme étant un constructeur. Je vous rappelle ses fils qui expliquaient qu'à lui tout seul, il était responsable de la skyline de New York. C'était quelqu'un qui avait construit dans les plus grandes villes américaines et dans les plus grands pays du monde. Mais en fait, il n'y a rien qui a été annoncé dans le plan économique de Trump sur la construction de plus de maisons. Pourquoi construire plus de maisons? Parce que il y a un défaut de propriété aux États-Unis. Il n'y a pas assez de domiciles. Donc, résultat, pas assez de maisons, augmentation du prix lors de l'achat, lors de la revente, et augmentation des loyers. Et donc, cette difficulté à accéder à la propriété et ces loyers de plus en plus élevés font que ça a un effet négatif sur l'ensemble de l'économie. Lorsque, comme Kamala Harris l'a expliqué, votre salaire sert à couvrir votre loyer, la nourriture et votre assurance sociale, et qu'il ne vous reste rien ensuite pour épargner ou pour consommer, c'est toute l'économie qui en est handicapée. Et donc, elle veut s'attaquer à ce problème-là. Le chiffre qu'elle a mis en avant de dire, voilà, il faut dans les 4 années à venir construire 3 millions de nouvelles résidences, c'est un chiffre qui circule dans les milieux économistes de droite comme de gauche depuis des années en disant voilà, il y a un déficit de 3 millions de maisons. Elle dit qu'en 4 ans, c'est quelque chose qu'elle souhaite faire par à la fois aider le consommateur, le citoyen américain, à acheter cette aide de 25 000$, et puis aider
les constructeurs immobiliers à construire plus grâce à des facilités administratives, des facilités de paiement, facilités financières, etc., etc., pour permettre l'accès à la propriété. Petite parenthèse sur cet accès à la propriété, j'ai discuté il y a quelque temps avec un ancien républicain qui est devenu un stratège politique pour des candidats plutôt démocrates, qui a travaillé très longtemps pour l'aile modérée du parti républicain et qui attendait ce moment-là en expliquant que c'était un moment qui est important, surtout lorsqu'on retourne vers les catégories sociales qui sont le plus handicapées, qui n'arrivent pas à acheter, parce que pour acheter une maison, ce qu'on vous demande aux États-Unis d'abord, c'est de verser ce qu'on appelle un down payment. Le down payment, c'est un pourcentage du prix. Après, vous allez avoir votre crédit pour 30 ans, mais la première chose, c'est ce down payment, c'est cette grosse partie financière. Et donc Kamala Harris a décidé de dire, voilà, pour accéder à la propriété, si vous avez un historique qui montre que vous avez payé votre loyer pendant plusieurs mois de manière régulière, le gouvernement américain vous donnera 25 000 dollars qui vous permettront de payer ce fameux down payment et après à vous de payer vos mensualités pour continuer à rembourser votre crédit et donc accéder à la propriété. Il expliquait que c'était il m'expliquait que c'était les populations, les minorités qui étaient le plus touchées par ce frein à l'accès à la propriété, en citant que par exemple c'était quelque chose d'extrêmement concret, extrêmement réel pour les communautés hispaniques aux États-Unis, qui travaillent, qui ont la possibilité de rembourser un crédit, mais n'ont pas la possibilité de faire ce premier paiement qui représente plusieurs mois de travail. Et que donc, c'était quelque chose qui allait être bien reçu. Et il allait plus loin en se disant, mais de toute façon, cette histoire de construire des logements, c'est un petit peu aussi la balle magique des démocrates s'ils voient les prochaines années, en disant, voilà, si la plupart de ces logements aujourd'hui, donc Kamala Harris a annoncé 3 millions de nouveaux domiciles en 4 ans, sont construits dans des États clés, par exemple en pensant à la Géorgie, à l'Arizona, au Nevada, ou les États du Rust Belt, y compris ceux sur la côte, celui de la Caroline du Nord, et dit finalement c'est quelque chose qui peut, dans des élections 4 ans après, je ne dis pas qu'il y a ce calcul politique qui est fait par Kamala Harris, mais pourquoi pas se dire, tiens, ça va permettre d'avoir des électeurs fidélisés parce que ils auront accédé à la propriété grâce aux textes que j'ai fait passer, grâce aux lois que j'ai fait passer. Donc voilà, comme avec un nouveau slogan, alors avec encore une fois un nouveau slogan, A New Way Forward, et c'est une nouvelle fois, on martèle dans le côté, du côté de la campagne Harris-Walz, la volonté de s'inscrire dans le futur. On est dans le choc déjà générationnel, hein, avec Trump qui a 78 ans, elle qui a 59 ans. Et donc on continue en disant, voilà, Trump a une vision recroquevillée sur l'Amérique. Il parle d'une époque, de toute façon, qui n'a jamais existé, en nous disant en permanence c'était mieux avant, laissez-moi vous ramener avant. Et elle dit non, on est un pays qui continue à évoluer, un pays qui continue à avancer. Il y a des nouvelles générations construisant a new way forward, construisons ensemble cet avenir-là. Je vais vous montrer justement une vidéo, Thomas, c'est dans le dossier, l'autre dossier, une vidéo qui a été publiée sur la page de campagne de Kamala Harris suite
au meeting qui a été fait en Arizona il y a quelques jours sur cette volonté de s'inscrire sur le futur. C'est vraiment le contraste et c'est ce qui handicape aujourd'hui Donald Trump qui avait basé toute sa campagne en décrivant le parti d'en face, donc, et le candidat d'en face, Joe Biden, comme étant celui qui était âgé, celui qui était faible, celui qui était usé. Le départ de Joe Biden et cette nouvelle génération de démocrates, finalement, ont rendu vieux, Donald Trump a 78 ans, le ticket républicain. On regarde tout de suite cette vidéo-là. Arizona, we fight for the future. A future with affordable health care, affordable child care, and paid leave. A future where we build a broad-based economy where every American has an opportunity to own a home, to start a business, to build wealth. This is a campaign about the future. We shape the future. Donc voilà, le futur, on prépare le futur, on propose un choix générationnel. Et historiquement, sur les 4 scrutins où cela a été le cas depuis les années 80, lorsque il y a eu ce choix générationnel où on proposait une équipe plus jeune qui s'inscrivait dans l'Amérique de demain face à une équipe en place qui était plus âgée, c'est le candidat le plus jeune qui a gagné l'élection américaine. Mais en tout cas, voilà sur ce qu'on pouvait dire sur le plan de Kamala Harris pour relancer l'économie américaine, pour relancer le pouvoir d'achat de la classe moyenne. C'est vraiment un axe de sa campagne. On a vu il y a quelques jours, elle avait sorti une vidéo qui l'a présentée et le terme de middle class, classe moyenne, était mis en avant plusieurs fois. Elle racontait son histoire d'ailleurs qui a été part de son discours aujourd'hui, le fait qu'elle vient de cette classe moyenne, comment ça avait été le jour le plus important de la vie de sa mère après 10 ans d'économie d'enfin pouvoir accéder à la propriété, et donc elle fait de la classe moyenne son cœur de campagne en voulant trancher avec Donald Trump qui lui vit à Mar-a-Lago et donc choisit des thèmes politiques, des lois politiques, des lois économiques, excusez-moi, et fiscales pour servir les intérêts d'une classe parmi les 1%, voire les 0,5%. Évidemment, le choix de Tim Walz aussi dans ce ticket, le gouverneur du Minnesota, va dans ce sens de la classe moyenne. Je vous rappelle son parcours, 24 ans dans la garde, dans la garde républicaine. Non, je me trompe de mot. Donc 24 ans à servir les États-Unis dans l'armée. On va dire ça comme ça. Ensuite, c'est devenu un prof, un entraîneur d'une l'équipe de foot scolaire, etc., etc. C'est vraiment le cœur de la campagne. Ça me rappelle Bill Clinton en 1992, Obama en 2008, qui vraiment avait fait cet axe de campagne. Et encore une fois, pour conclure là-dessus, comme je vous l'ai dit, on attend évidemment les réactions du camp républicain, mais je peux vous dire que ce que vous avez entendu aujourd'hui ou sûrement vu du côté de l'Europe, il n'y a rien de choquant dans ce qui a été annoncé par Kamala Harris. Ça va inciter encore plus à l'attaquer sur l'axe du côté radical, extrémiste, communiste, etc., etc., qui est un des axes de campagne mis en avant par MAGA. Voilà, allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après.